Les pneus laissent des traces sur une piste, des traces de plein de sortes. Ces traces de pneus sont la conséquence d'une attaque de frein où vous avez poussé trop fort sur la pédale. Vous saviez aussi que chez vous, vous pouviez... Bien que l'on utilise souvent des pneus sans trop y prêter attention, c'est lorsque l'on crève que là, on maudit ce bout de gomme qui n'a pas résisté et qui gâche notre belle journée. Mais un pneu en F1, c'est quoi? Une roue de Formule 1 est composée d'une jante et d'un pneu. Ce pneu est composé de plusieurs centaines d'éléments que je ne vais pas vous énumérer en entier évidemment. Vous avez donc la bande de roulement, cette fameuse partie du pneu où la gomme est en contact direct avec la piste. Cette partie du pneu est plutôt épaisse et va s'user au fur et à mesure qu'on l'utilise. Si sur nos voitures de route de tous les jours, on a des bandes de roulement rainurées, notamment pour améliorer l'adhérence sous la pluie, les F1 ont deux types de pneus différents, des pneus slick tout lisses pour des conditions sèches et des pneus pluie rainurés pour des conditions humides. Sur le sec, les pneus slick ont toute la bande de roulement qui est en contact avec la piste, offrant une adhérence maximale. Quand il pleut, l'eau se positionne donc entre la piste et le pneu, rendant l'adhérence précaire. L'eau, ça mouille, la gomme avec de l'eau, ça glisse, c'est bon, j'apprends rien à personne, on est d'accord là-dessus ? Bon, il faut donc évacuer l'eau lorsque la bande de roulement entre en contact avec la piste, et on le fait par des rainures. Les pneus de F1 peuvent évacuer jusqu'à 85 litres par seconde, ce qui est totalement énorme, et parfois ça ne suffit pas. La bande de roulement repose en partie sur une ceinture qui à son tour repose sur une carcasse. En général, en sport auto ou dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs couches, dépendamment de ce que l'on veut comme pneu ou comme pneu. La ceinture et la carcasse sont des éléments plutôt rigides qui sont composés avec un mélange de Kevlar et de nylon notamment, mais je ne peux pas vous en dire plus, ça reste du secret professionnel du côté de chez Pirelli et je n'y ai pas accès malheureusement. Enfin, dernière partie importante qui s'appelle la tringle, qui est donc un anneau métallique qui permet au pneu de se poser contre la jante. Le côté du pneu, où l'on voit notamment les inscriptions et la couleur du composé, s'appelle le flanc. La partie supérieure du flanc, juste avant la bande de roulement, est d'ailleurs particulièrement flexible par rapport au reste. Sur le flanc du pneu, on retrouve un code barre qui permet de tracer le pneu et de savoir ce qu'on lui fait faire, à qui est-il destiné, combien de tours il a fait, etc., etc. Cela permet aussi de savoir qui a quoi comme pneu pour nous spectateurs. Renault a d'ailleurs la particularité de marquer ses pneus avec les initiales du pilote au marqueur, par efficacité de savoir quel pneu va où, et ils ne sont pas les seuls à le faire d'ailleurs. Ça devrait donner une petite idée d'amélioration à certains, tiens. On monte le pneu sur la jante, composée d'aluminium et de magnésium, ça pèse moins lourd, on met un gaz et paf, on est parti. Bon, même si c'est un chouïa plus technique en vrai. Bon, certains vont me poser à juste titre la question de savoir pourquoi on chauffe les pneus. À froid, le pneu est peu élastique, plutôt dur et du coup il ne rentre pas dans toutes les aspérités de la route, donc le pneu glisse et la voiture avec. Une fois chaud, le pneu se déforme plus facilement, accroche et rentre dans toutes les aspérités de la route, donc glisse moins. En Formule 1, il faut que la température du pneu en surface soit aux alentours de la centaine de degrés pour être utilisée à son plein potentiel. Moins chaud ça glisse, plus chaud ça glisse aussi. Et chaque voiture, de par sa conception, chauffe et exploite les pneus différemment. Certaines écuries surchauffent les pneus et ont du mal à maîtriser la variation de leur température, quand d'autres arrivent à les chauffer moins et à mieux les maîtriser. Les pneus se déforment visuellement beaucoup au vu des charges qu'ils prennent, s'écrasent souvent quand la voiture roule à grande vitesse par le poids généré par l'appui aérodynamique. Pour que les pneus se déforment et chauffent à la bonne température, on met une certaine pression, généralement entre 1,5 bar et moins. La mesure se fait d'ailleurs en PSI, livres par pouce carré, dont la lecture est plus précise. Pour le reste, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans sur les pneus en Formule 1 avec de l'explication de vocabulaire que vous pouvez aller voir, elle est toujours d'actualité. Bah oui, puisque les pneus de 2019 ont servi pour la saison 2020 et que les pneus de 2021 seront une simple évolution des pneus de 2019. Il faudra donc attendre 2022 pour une véritable révolution en Formule 1 avec des jantes de 18 pouces censées rapporter de la modernité dans le look des F1. D'un point de vue de la performance, en revanche, bah... on verra. Mais bon, comment on en est arrivé là ? Tout commence en 1888 avec un certain John Boyd Dunlop qui invente un tube de caoutchouc avec de l'air dedans et qui les fixe sur les roues d'un vélo. C'est la fameuse chambre à air. Ouais, donc ta chambre à air sur ton vélo, ça date pas d'hier. En 1891, Michelin améliore ce fameux pneu et le rend facilement démontable. Il le met carrément sur des carrosses ou des calèches, puis des automobiles, ce qui à l'époque était encore assez rare, comme quand on croise des Ferrari aujourd'hui. Bon, après tout dépend de où tu habites évidemment.
Du coup, on gagne en confort et surtout en performance. En 1903, monsieur Litchfield invente le pneu tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. Et c'est ce concept que l'on a toujours aujourd'hui sur les voitures partout dans le monde. Michelin, en 1946, seront les premiers à faire ce que l'on appelle une structure radiale. Grosso modo, la structure du pneu est faite en triangle et se déforme moins et permet un meilleur contact entre la bande de roulement et la route, ce qui permet notamment au conducteur d'avoir une meilleure précision et un meilleur ressenti. Les pneus d'avant donnaient un ressenti peu précis car les pneus se déformaient énormément dans les virages par la contrainte qu'ils subissaient. La stabilité était assez mauvaise. Le pneu à structure radiale est probablement l'une des plus grosses avancées technologiques pour la performance et la précision d'une voiture dans sa conduite. Et c'est ce que vous utilisez tous les jours sur votre voiture. La recherche de l'adhérence parfaite est aussi passée par la fameuse Tyrrell à 6 roues, car oui, s'il y a plus de pneus, techniquement, il y a plus d'adhérence. Mais la Tyrrell P34, bien que prometteuse, engendre beaucoup de complications, avec une mauvaise répartition des masses, un système de freinage trop complexe, bref, ça n'a pas duré. Ferrari, March et Williams testeront ce concept, mais avec 4 roues à l'arrière. Peu concluant, et finalement, ce concept sera interdit par la FIA. Aujourd'hui, pour des raisons sportives et de spectacle, la FIA demande à Pirelli de faire des pneus très performants, mais qui s'usent vite, histoire d'avoir des arrêts au stand et du suspense. Mais ça, je vous en reparlerai dans une causerie, notamment du fait qu'il n'y ait personne d'autre que Pirelli pour chausser la Formule 1.